Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. Ça fait très plaisir de vous voir. Ça fait très plaisir aussi d'être en direct aujourd'hui ici de la scène nationale Carré-Colonne, en direct sur Facebook et sur YouTube. Pourquoi ? Pour présenter des spectacles qui sont des spectacles de la saison de la scène nationale qu'on a regroupés aujourd'hui dans la journée pour présenter à la suite ces 3 spectacles. Nous sommes devant un public restreint qui respecte la sécurité sanitaire évidemment et un public particulier puisque c'est un public de professionnels, un public de bibliothécaires et également notre équipe technique, notre équipe administrative. Donc dans ces conditions, voilà, on a choisi de présenter ces 3 spectacles avec d'artistes qui sont des solos, des seuls en scène, 3 petits spectacles entre guillemets, 3 one-man shows, 3 woman shows. Donc tout au long de la journée, on aura 3 rendez-vous. Le premier, ce sera tout à l'heure avec Titus, un spectacle qui s'appelle Les dangers de la lecture, tout de suite après moi, là, tout de suite maintenant. Et ensuite, on se retrouvera à 18h30 avec Adèle Zouane pour le spectacle À mes amours. Et puis ensuite, à 20h30, à nouveau, avec Sophia Théier, qui présentera De la sexualité des orchidées. À chaque fois, à la fin de ces spectacles, ne coupez pas tout à fait tout de suite, restez un petit peu avec nous, soit dans la salle, soit derrière vos écrans, puisqu'on aura un petit temps d'interview, d'échange avec les artistes. Donc vous pourrez poser des questions, vous, le public qui est ici, et puis également en ligne, vous nous envoyez les questions, et puis on essaiera d'en poser quelques-unes de celles que vous poserez aux artistes présents. Je vous souhaite à tous ici et chez vous, dans votre salon, de très très bons spectacles. À tout à l'heure. Bon, bonjour à tous. Alors, je suis donc Jean-Claude Bonifel, le fondateur et président de l'AOLI. Ah, pardon. Voilà, l'AOLI. Et alors, et non pas l'AIOLI. Voilà, bon, comme certains se moquent à nous appeler. Non, c'est bien l'association opposée à la lecture intensive. Alors bon, pour l'instant, nous avons encore assez peu d'adhérents. C'est assez confidentiel. Mais enfin, écoutez, là, je sens une très, très bonne dynamique. Alors, je suis moi-même un ancien lecteur repenti. Ça fait déjà 7 ans que je ne lis pratiquement plus. Et désormais, je souhaite un petit peu aider les autres à sortir de l'ornière. Voilà. Alors, je voudrais vivement remercier Sylvie Volant. Avancez juste à côté de moi. Voilà, merci bien. Alors, c'est important pour moi de venir ici, dans cette belle salle des fêtes, afin de m'exprimer devant un public constitué, je crois, alors des réseaux sociaux, de bibliothécaires et de responsables culturels. C'est important de venir ici devant ces gens afin de combattre le mal à la racine. Vous savez, à l'instar de Sylvie, de plus en plus de bibliothécaires, de responsables de théâtre, de libraires prennent conscience de la dangerosité de la lecture et tentent d'en corriger les effets ravageurs. Alors bon, ils sont dans une forme de rédemption, oui, assaillis par la culpabilité et parfois, Sylvie, par la honte. Ils tentent, en m'accueillant, de corriger leurs fautes. Et c'est tout à leur honneur. Alors je crois qu'on peut applaudir Sylvie pour son courage et son éthique. Voilà. Et allez-y. Bon. Et en plus, elle est plutôt sympathique. Ce qui n'est pas si fréquent dans la profession. Alors,
Ah oui, afin de bien cerner le public que vous êtes, je vais commencer par un petit sondage. Hein. Alors, je voudrais que vous répondiez sans honte, hein, évidemment, ça restera entre nous. Alors, est-ce que parmi vous, certaines personnes lisent plus de 5 livres par an? Voilà, alors on lève la main, tout simplement. Voilà, bien. Voilà, puis après on la baisse. Voilà. Voilà. Combien lisent à peu près un livre par mois? Là-bas dans le fond, je ne sais pas si on se gratte l'oreille ou si on lève la main. Bon, mais c'est pas grave. Voilà. Et combien lisent tous les jours? Aïe, 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 aïe. Bon, écoutez, on m'avait prévenu, hein, mais franchement, j'ignorais l'ampleur du mal. Hein. Alors, vous savez, je ne suis pas venu ici, en Nouvelle-Aquitaine, hein, par hasard. Hein. Non, 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 nous savons. Nous savons que c'est une zone géographique lourdement impactée, hein, où le pourcentage de gros lecteurs est dramatiquement élevé, que votre consommation de lecture est excessive et alarmante. Hein. C'est connu. Hein. Bon, je peux même vous dire que vous êtes parfois la risée des autres régions. Hein. Ah ben si, j'étais il y a quelques jours en Bourgogne, hein, et les gens me disaient comme ça, « Ah bon, vous allez en Gironde? Oh, là-bas, ce sont tous des lecteurs chroniques. » Et moi-même quand je suis arrivé au tout début, je l'ai tout de suite remarqué, écoutez, ça se voit, hein, même sur les... Bon, allez, hein, pas de culpabilité inutile. Je suis sûr que votre présence ici aujourd'hui traduit à elle seule votre volonté farouche, hein, de vous en sortir. Ben, si vous êtes là, bon, c'est que vous êtes probablement conscient, hein, de votre addiction. Ou alors, bon, c'est peut-être pour un proche, un parent, un ami. Allez, je vous donne le sommaire de la conférence. Hein, ce sera donc introduction, développement et conclusion. Hein. Alors, afin que mon propos soit le plus intelligible possible, bon, évitez les bavardages intempestifs, hein, évertuez-vous de répondre aux questions de façon un petit peu pertinente, hein, sans amuser la galerie. Hein. Et puis alors, bon, on évite aussi de gigoter sur son siège comme en asticot, et on écoute. Voilà. Alors, dès le plus jeune âge, hein, on assène à nos pauvres chérubins le dogmatique et péremptoire, c'est important de lire. C'est important de lire. En fait, on bourre le crâne, hein, d'une population crédule, lui laissant miroiter la lecture comme si c'était un petit peu le sésame qui lui ouvrirait les portes d'une vie meilleure. Mais la réalité s'avère beaucoup plus sournoise. Oui, derrière cette image enchanteresse, hein, se dissimulent de sombres desseins et d'innombrables dangers. Il est urgent hein, de rompre l'omerta. Hein, c'est tout l'objet de cette audacieuse conférence qui ose donc faire la démonstration hein, de sa dimension nocive et subversive. Oui, face au lobby hein, de la lecture, il fallait que quelqu'un se lève et écrit la vérité. Bon, et ce quelqu'un, c'est moi. Bah écoutez, hein, il faut des lanceurs d'alerte. Hein. Alors en faisant ça, je ne cherche pas les remerciements. Non, je veux juste faire profiter de ma clairvoyance. Voilà. Alors, afin d'évaluer la réelle dangerosité de la lecture, j'ai mis au point la règle des 3 QQQ. Alors, d'abord, quoi? Alors, Franz Kafka, alors que je vous déconseille vivement, hein, a écrit « On ne devrait lire que des livres qui vous mordent et vous piquent. Si le livre que nous lisons ne nous réveille pas d'un coup de poing sur le crâne, à quoi bon le lire ?» Eh bien, pour une fois, Kafka a raison. Oui, les écrits ne présentent pas tous le même risque sur l'échelle de la nocivité. Hein. Alors, regardez. Les documents pratiques, hein, tels que par exemple l'annuaire, hein, ou alors le catalogue Ikea, sont à 2. Hein.
Et alors, dès qu'on arrive dans le domaine de la littérature, on passe à 5 hein, pour un harlequin. Hein. Et alors, certains romans ou essais hein, sont considérés à haut risque, hein, comme par exemple, Surveiller et punir de Michel Foucault, qui est à 9,8. Voilà. Alors, on peut aussi définir la dangerosité en fonction d'un critère quantitatif. Hein. Alors regardez, nous avons la zone sensible à partir de 4 livres lus par an pour les hommes et 2-3 livres pour les femmes. Oui, qui présentent une plus grande vulnérabilité à la lecture. Hein. Alors, en dessous de cette zone, écoutez, il n'y a pas de risque majeur. Hein. Au-dessus, alors là, le lecteur joue un petit peu avec sa santé. Hein. Et alors, au-delà, le grand lecteur doit faire l'objet d'une prise en charge immédiate. Bon, alors j'ai dit grand lecteur, hein, mais c'est une dénomination que je réprouve. Hein. Pour ma part, je préfère le terme gros lecteur, oui, qui traduit mieux la notion d'abus, un genre de lecturobésité. Alors attention, hein, on parle ici de nourriture spirituelle. Hein. Ça n'a évidemment strictement rien à voir avec le poids du lecteur, mais plutôt avec sa boulimie de livres. Hein. Bon, même si hein, l'immobilisme du lecteur peut aussi entraîner une surcharge pondérale. Hein. Alors, dans de très très rares cas, des individus mangent réellement des livres. Hein. Alors, c'est notamment le syndrome de Pica. Alors, tiens, regardez. J'ai là un ouvrage de la bibliothèque de Monin dans le 64, un livre de cuisine, et on voit qu'un usager en a grignoté une partie. Voilà. Allez, hop. Ah. Alors là c'est plus subtil. Hein. Il s'agit, je dirais, d'évaluer, l'implication du lecteur. Oui, parce que si la lecture se fait avec trop de passion, l'impact peut être redoutable. Vous savez, certaines personnes vont jusqu'à lire entre les lignes. Oui, leur imagination s'engage tellement intensément qu'ils finissent par avoir des hallucinations. Alors, c'est évidemment, je dirais, l'addition des 3 Q hein, qui peut provoquer un résultat catastrophique. Alors, il en va de la lecture comme de l'alcool. Oui, nous ne sommes pas égaux devant ces dangers. Hein. Alors, certaines femmes, hein, ayant, une imagination débordante, hein, la dimension vénéneuse de la lecture peut les fragiliser. Alors, Madame Bovary est évidemment la figure emblématique de cette pathologie. Hein. Emma cherchait à savoir ce que l'on entendait au juste dans la vie par les mots de félicité, de passion et d'ivresse qui lui avaient paru si beaux dans les livres. Et bien, vous voyez, à force de lire, elle cherchait à vivre sa vie comme dans un livre. Alors, elle détruit son mariage et par conséquent, sa vie. Alors, je ne suis évidemment pas opposé hein, à l'idée que les femmes puissent lire. Non, je dis juste que, compte tenu de leur hypersensibilité, eh bien, écoutez, il est sage qu'elles lisent modérément et surtout qu'elles choisissent leurs ouvrages avec la plus grande prudence. Hein. Sinon, il ne faut pas s'étonner hein, du nombre croissant de divorces. Et ça, j'en sais quelque chose. Hein. Non, mais vous savez, quand on pense que les 2/3 des bibliothécaires sont des femmes, on imagine les dégâts. Hein. Allez, bien, alors, après ces prérequis, passons, si vous le voulez bien, au fameux danger de la lecture. Hein. Voilà, alors les pathologies
physique. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, la lecture dégrade beaucoup la vue. Certains affirment qu'elle aggraverait la presbytie. Bon, alors, en tout cas, bon, si elle ne l'augmente pas, elle en est la sinistre révélatrice. Être presbyte est une épreuve. Bon, déjà, le terme. Voilà, je préfère vous l'écrire, parce que des fois, certaines personnes ne l'orthographient pas correctement. Alors, quelle sensation humiliante que d'avoir les bras qui ne sont plus assez longs, que de plisser les yeux pour voir un objet de la taille d'un... La lecture vous dévalorise en trahissant votre âge aux yeux du monde. Traumatologie de la lecture. Alors, l'acte de lecture est purement cérébral. Ah oui, le corps a même tendance à encombrer. Alors du coup, abandonné, livré à lui-même, il s'avachit et se vautre. Vous savez, la silhouette du gros lecteur se reconnaît souvent à son apparence flasque. D'ailleurs, sans vouloir être désobligeant, moi je vous observe depuis le début, et je vois clairement que j'ai affaire à un groupe de gros lecteurs. Ah bah si, vous m'écoutez mollement. Alors de plus, la contorsion du corps peut être fatale à l'organisme. Bref, la lecture est la cause de nombreux maux. Alors bon, polynévrite des membres supérieurs, atteinte des nerfs périphériques, bon, scoliose, engorgement, problèmes cardiovasculaires, pincement de l'œsophage, obstruction dans les intestins. Bon, et plus rarement descente d'organes. Sans parler de ce qu'on appelle la tendinite du lecteur, qui est aussi appelée la plaie mobile. Alors regardez, le lecteur, saisissant son livre, voilà, en supination, dans une torsion des avant-bras, eh bien, il finit par déclencher une inflammation des tendons. Voilà. Alors, il existe aussi une accidentologie de la lecture qui, alors évidemment, est tue par les pouvoirs publics. Mais chaque année, des milliers d'accidents liés à la lecture, au livre, encombrent les urgences des hôpitaux. Tiens, regardez, rien que pour l'année 2018, quelques exemples répertoriés par mon association, l'AOLI. Alors, tiens, au hasard, c'est le 25 avril, c'est M. Fouchier de Nantes. Effondrement de sa bibliothèque Ikea mal montée et saturée de livres. Rupture des cervicales. 25 août, Josiane Bouvet. Alors, en vacances sur la plage de la Tranche-sur-Mer, lit d'une seule traite, chanson douce de Leila Slimani, attrape un violent coup de soleil, brûlure au 2e degré. 15 juin, ça c'est Jacqueline Bouvier de Paris, captivée par la lecture de L'assassin habite au 21. Elle termine le dernier chapitre tout en conduisant sa voiture. Apercevant un piéton, elle donne un violent coup de volant, perd la maîtrise de son véhicule qui termine sa course dans une bouche de métro. Voilà, alors bon, je crois que j'ai même une image, vous voyez. Ah oui, lire ou conduire, là, il faut choisir. Alors, le 25 octobre, c'est Madame Jaubert, femme de ménage de la bibliothèque de Saint-Jean. En dépoussiérant le rayonnage philosophie, tombe de l'escabeau, fracture ouverte du bassin, passe le week-end prolongé de la Pentecôte clouée au sol et doit sa survie d'avoir grignoté le premier chapitre de La nausée de Jean-Paul Sartre.
etc., etc., etc. Bon. Alors, il y a 7 ans, hein, le 13 juillet 2013, j'ai moi-même été victime d'un accident. Oui, je revenais à vélo d'acheter des œufs, hein, et là, au carrefour de l'Intermarché, alors que bon, j'avais presque la priorité, hein, paf, le bibliobus. Alors, un Master Renault, hein, 2 tonnes 5, 3000 livres, 4 jours de coma. Bon, on a tous cru que j'étais mort. Hein. Traumatisme crânien. J'ai encore des séquelles. Allez. Alors, la lecture est aussi un grave problème d'hygiène. Alors, pour feuilleter un livre, hein, nombre de lecteurs cèdent d'un doigt préalablement humecté de salive. Hein. Eh bien, écoutez, cette pratique apparemment anodine s'avère malpropre et funeste. Oui, elle est la cause de nombreux problèmes dermatologiques. Oui, alors, vous rigolez, mais je peux vous dire qu'une photographie comme celle-ci devrait être obligatoire dans toutes les bibliothèques, hein, pour mettre en garde les usagers. Hein. J'ai remarqué tout à l'heure que Sylvie avait des petites rougeurs sur les avant-bras. Bon, ben ça, vous savez, c'est peut-être le début d'un impétigo, hein, qui est lié à un staphylocoque. Hein. Allez, hop. Les chiottes. Alors, pardon. Georges Perec a écrit « Les chiottes restent un endroit privilégié de lecture. Entre la panse se soulageant et le texte s'instaure une relation profonde, quelque chose comme une intense disponibilité, un bonheur de lecture, une rencontre du viscéral et du sensible. » Alors écoutez, je suis désolé, hein, désolé d'avoir à vous imposer le caractère scatologique, hein, de ce chapitre, mais la lecture aux toilettes est une réalité. Hein. Alors, petite précision, hein, le mot analphabète n'a évidemment, hein, rien à voir avec la lecture aux toilettes. Hein. Alors, première explication de cette déplorable habitude. Hein. La lecture, comme la défécation, nécessite de la tranquillité. Hein. Ensuite, la lecture aurait un effet laxatif. Oui, elle favoriserait le transit intestinal. On peut donc dire que la lecture fait chier dans tous les sens du terme. Hein. Non, mais notons au passage, hein, que bon, lire et faire ses besoins nécessite l'usage de papier. Alors moi, je pose la question. Hein. Ne faut-il pas faire d'une pierre deux coups et imprimer les pages sur du papier toilette, ou alors s'essuyer le fondement avec les pages des livres déjà lus. Alors, j'ai trouvé un article de presse dans The Guardian qui nous dit que Ron Shaul, alors ça c'est un médecin israélien spécialisé dans la gastro-entérologie, a mené une enquête sur la lecture aux toilettes. Eh bien, 61% d'hommes et 41% de femmes ont confessé y lire de manière régulière. Selon ces résultats, ceux qui lisent au petit coin seraient plus sujets aux hémorroïdes. Alors,
il y a donc forcément parmi vous des personnes qui sont adeptes de la lecture à la selle. Alors, est-ce que par hasard, quelqu'un voudrait nous en donner témoignage ? Allez, passons donc aux pathologies mentales. Alors, évidemment, la lecture est un acte solitaire qui retranche l'individu de la collectivité et du monde. Oui, pour profiter pleinement de sa jouissance, le lecteur se met à l'écart. Il se place dans une bulle, c'est bien. Bon, il faut que vous soyez un petit peu sur le qui-vive, là, ça met de l'air en jale, là, parce que vous avez vu, je pose aussi des questions, c'est un petit peu interactif, puis c'est pour vous aider aussi à remonter la pente, parce que c'est vous qui êtes dans le fond de la cuve, pas moi. Moi j'ai arrêté de lire, ça fait 7 ans, donc je ne risque plus rien. Donc, dans une bulle. Alors, dans son histoire de la lecture, Alberto Manguel écrit... Hop là. On se retire en soi, on abandonne son corps au repos, on se rend inaccessible et invisible au monde. Alors, certains parlent d'intériorité, alors que pour ma part, je pense qu'il s'agit surtout d'individualisme. Tout lecteur est un monstre d'égoïsme, un misanthrope. Vous savez, en fabriquant des individus associables, la lecture est donc préjudiciable à la famille et au vivre ensemble. Voilà. Vous savez, les gros lecteurs finissent souvent aussi seuls qu'un ténia. Alors bon, est-ce qu'ils sont seuls parce qu'ils lisent ou est-ce qu'ils lisent parce qu'ils sont seuls ? Bon, en même temps, vous savez, il ne suffit pas non plus d'arrêter de lire pour ne plus être seul, ça j'en sais quelque chose. Bien, alors... Est-ce que par hasard, il y aurait... voilà. Est-ce que par hasard, il y aurait un enseignant parmi vous même à la retraite Bon, écoutez, n'ayez pas honte, ce n'est pas déshonorant. Dites-vous que vous auriez pu être bibliothécaire. Voilà, c'est bien. Alors, tiens, vous allez juste lire ce petit passage. Voilà, hop, merci beaucoup. Alors, juste, il s'agit de Belle du Seigneur d'Albert Cohen, qui est quand même à 7,8 sur l'échelle de la nocivité. Donc, s'il y a parmi vous des personnes qui se savent un petit peu fragiles, vous voyez, des abstinents, ou peut-être des gens qui craignent de sombrer dans la spirale de la lecture, eh bien, je vous invite à vous boucher les oreilles. Hop. Alors, allez-y. Alors, juste, vous lisez bien fort, pour que tout le monde puisse en profiter. Et en articulant, parce que comme ça, tout le monde pourra bien le... Et alors, sans faire l'intéressant, voilà, parce que c'est pas... Non, je dis... Attends, excusez-moi. Et les autres, vous arrêtez de ricaner, parce que ça ne le met pas en confiance. Voilà, voilà. Merci. Les autres mettent des semaines et des mois pour arriver à aimer, et à aimer peu. Et il leur faut des entretiens et des goûts communs, et des cristallisations. Moi, ce fut le temps d'un battement de paupières. Dites-moi fou, mais croyez-moi, un battement de ses paupières, et elle me regarda sans me voir. Et ce fut la gloire, et le printemps, et le soleil, et la mer tiède et sa transparence près du rivage. Et ma jeunesse revenue, et le monde était né. C'est beau, vous avez vu, là on perd la notion du temps, de l'espace, on plane. Ça,
enivre. D'ailleurs, dans le mot livre, ne trouve-t-on pas, mais c'est tout le drame de la lecture. Vous voyez le plaisir qu'elle procure. Alors, une enquête du Centre national de la lecture réalisée par l'Ipsos nous dit que, 64% des gens lisent pour le plaisir et 74% pour les femmes. La lecture, c'est donc du plaisir et du solitaire. Donc, de la jouissance de la lecture à l'onanisme, il n'y a qu'un pas. Vous savez, le roman est parfois immoral. Il peut être une scabreuse machine à fantasmes. Jean-Jacques Rousseau a parlé de livres qu'on ne lit que d'une seule main. Ouais, j'en vois qui rougissent devant, mais effectivement, il n'y a pas de quoi être fier. Voilà. Non, doigts, pas de bras, pas de radada. Hop. On peut donc considérer que la lecture est susceptible de rendre sourd. Ben oui, de rendre sourd. Moi, je vous mets l'image. Et voilà. Allez, hop, toc, l'addiction. Hop. Alors, en matière de lecture, le processus de dépendance est implacable. À peine le gros lecteur a-t-il terminé un roman qu'il lui faut en commencer un nouveau. Pour obtenir sa dose, le gros lecteur court les librairies, il dépense sans compter, il peut aller jusqu'à voler des livres. Alors, il ment à son entourage, il lit en cachette, dans les toilettes notamment, et le pire, c'est que ce poison est gratuit dans les bibliothèques. Oui, les bibliothécaires fournissent leur dose à des personnes en souffrance, comme vous, les enfonçant un peu plus dans leur pathologie. Alors, regardez. Je vais vous montrer la photographie d'une personne livron-dépendante, afin de constater sur son visage les stigmates dévastateurs de son addiction. Alors, par ailleurs, l'exposition du fœtus à des doses importantes de lecture consommée par sa mère pendant la grossesse peut avoir des répercussions irréversibles pour l'enfant. Ne pas lire pendant la grossesse. Alors, malheureusement, nous ne disposons pas d'études scientifiques concernant l'addiction à la lecture. Ça, je suppose que vous savez pourquoi. On m'a dit, vous comprenez ce que je dis depuis le début, là, ou alors vous avez seulement les images ? Tout simplement parce que d'habitude les scientifiques ont recours à des rats pour réaliser leur recherche. Or, le problème, c'est que les rats ne lisent pas. Tiens, essayez d'apprendre à lire à un rat, c'est peine perdue. Ce qui est d'ailleurs contradictoire avec l'expression. Alors attention, parce qu'il y a des pièges. Oui, c'est la D, un rat de bibliothèque. Vous savez que le gros lecteur soit assimilé à un animal aussi répugnant que le rat, je crois clairement dans le sens de ma démonstration. Voilà. Hop, déconnexion d'irréel.
Alors c'est moi, hein, c'est Jean-Claude. Hein. Alors vous avez vu là, hein? Eh bien écoutez, c'est exactement ça qu'il se passe lorsque vous lisez. Oui, votre cerveau, hein, ne parvient plus à faire la distinction entre la réalité et la fiction. Vous voyez, réalité. Réalité, réalité, réalité. Hein. Alors, plongé dans un monde parallèle, le lecteur vit une sorte de rêve éveillé, hein, dans un monde parallèle, un paradis artificiel. Dès lors, il vous est difficile de vous conformer aux rigueurs de la vraie vie. Voilà. Bon. Je ne sais pas quoi. Allez. Tiens, un petit test. Un petit test pour vérifier votre déconnexion de la réalité. Quels sont ceux parmi vous, hein, qui considèrent que, bon, ceci est une fausse conférence, hein, que je suis un personnage fictif, hein, et que Laoli n'existe pas? J'ai l'impression qu'on est encore plus malhonnête que déconnecté. Hein? Allez. Hop, on passe ensuite aux troubles psychiques et émotionnels. Alors, Romain Gary a écrit « Une lecture vous permet d'échapper à votre personnalité, de devenir quelqu'un d'autre, de devenir un personnage de roman. » Eh bien oui, en fait, le lecteur vit sa vie un petit peu par procuration. Il est en exil de lui-même. Et là, je pense tout de suite à Martin Duverger, qui est un habitant de Niort, dans les Deux-Sèvres, bon, qui est un fan inconditionnel des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, et qui vit, je dirais, une identification pathologique avec le héros. Hein. Regardez, là, c'est Martin fait du vélo, Martin fait le plein, Martin au travail, Martin pêcheur, Martin à l'Intermarché. Mais vous voyez, ça c'est le syndrome de Don Quichotte, hein, qui, à force de lire des romans de chevalerie, finit par confondre les moulins avec les géants. Lire peut rendre fou. Allez, hop. Bon, je suis en train de voir qu'on a pris quand même beaucoup de retard et du coup, bon. Bon, écoutez, je suis désolé, mais je crois qu'on va être obligé de faire l'impasse sur le chapitre déviance sexuelle. Hein. Oui, alors bon, j'en vois qui sont déçus, mais là, franchement, là, c'est qu'on n'a pas le temps. Hein. Alors du coup, on va passer directement au chapitre suivant. Hein. Voilà, ça non. Voilà, l'hypertrophie du moi. Alors, autre danger de la lecture, la melonite aiguë. Oui, alors bon, gargarisé par son érudition, le gros lecteur a tendance à faire preuve de suffisance. Alors, bon, il a le nombril plus haut que les oreilles. Hein. Alors, on le surprend à faire la police dans les bibliothèques. Hein. Chut, chut, chut. Il adopte des manières péremptoires. Il se prend pour le roi. Bon, alors attention, parce que là, il y a une petite astuce. Je ne sais pas si certains vont la saisir. Si, je suis sûr que vous pouvez trouver. Ah bah si, même en Bretagne, ils ont trouvé. Bon, c'est pas grave, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Hein. Allez. Alors, quand on additionne, vous voyez, les dangers psychologiques et physiologiques, on comprend combien la lecture affecte profondément la santé et diminue sensiblement l'espérance de vie. Alors, pour
pour exemple, hein, je suis allé 3 fois par semaine faire une lecture à voix haute à l'EHPAD les Hortensias. Les Hortensias à Ruffec en Charente. Hein. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, hein, mais au bout de 2 années, 24% des résidents étaient décédés. C'est terrifiant, hein? Non, mais je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes âgées dans l'assistance, hein, peut-être des gens qui ont lu toute leur vie. Bah, écoutez, là, je suis désolé de vous le dire, mais vous êtes en sursis. Hein, là, c'est peut-être votre dernière sortie. Hein. Allez, alors on passe maintenant aux problématiques sociales. Voilà, chronophagie. Hop. Alors, hop. Alors, un lecteur est en mesure de décoder 150 à 200 mots par minute. Or, une page de livre fait à peu près 250 mots. Il faut donc 1 minute 30 par page. Si l'on considère qu'un livre fait à peu près 200 pages, que je multiplie par ma minute 30, hein, ce qui nous fait... Allez, on réfléchit un petit peu dans sa petite tête de gros lecteur, hein, ce qui nous fait, 300 minutes. Hein, 300 minutes ou 5 heures. Maintenant, prenons un gros lecteur, hein, qui peut lire jusqu'à 40 livres par an, hein, que je multiplie donc par les 5 heures, ce qui nous fait 200 heures par an. Maintenant, si l'on considère l'espérance de vie en France, hein, qui est de 82 ans, auquel je soustrais une douzaine d'années où la lecture n'est pas ou peu acquise. Ce qui nous fait 70 ans, multiplié par les 200 heures, ce qui nous fait... Ah ben oui, ça, dès qu'on est dans les mathématiques, hein, ils sont perdus, mes littéraires. Hein, ce qui nous fait 14 000 heures... Hein, auquel je rajoute 6 000 heures de lecture de la presse ou de documents pratiques, hein, ce qui nous fait un total de 20 000 heures ou 72 millions de secondes. Ou encore... ou encore... « 833 jours. » Eh bien, imaginez hein, tout ce que vous pourriez faire avec ces 833 jours de liberté. Ben, je ne sais pas, moi, vous pourriez... Bon, écoutez, moi qui ai arrêté de lire hein, depuis 7 ans, et mon accident de bibliobus, hein, eh bien, écoutez, je me suis mis à fabriquer des petits monuments en allumettes. Ben, là, je peux vous dire que j'avance bien. Hein. Bon, alors bougez pas, parce que si j'arrive à aller dans mon bureau, je ne sais pas comment il m'a dit, mais Francis m'a dit, alors attendez, si je fais ça, ah ben j'y suis. Alors maintenant, je vais dans les images, tac, voilà. Alors ça, c'est ma première réalisation, c'est mon pavillon. Alors attendez, hop. Bon ben ça, c'est le pont du Gard. Bon, ben là, je suppose que tout le monde a reconnu. Hein, ça, c'est quand même 42 652 allumettes. Alors, j'avais commencé aussi la cathédrale Notre-Dame, et puis bon... Bah, surtout avec les allumettes. Hein, c'est pas...
Oh ben ça demande beaucoup de concentration. Hein. C'est très minutieux. Des fois même, on se colle les doigts. Ça occupe. Bien. Alors, voilà. Alors, il existe une incontestable corrélation entre la lecture et le sommeil. Alors, vous voyez, on lit avant de s'endormir, pour s'endormir ou quand on ne trouve pas le sommeil. En fait, la lecture a un côté soporifique, un pouvoir ankylosant. Vous voyez, elle crée un relâchement du système nerveux. Du coup, amorphe, le lecteur perd le goût de l'effort. Elle est donc la cause de... Bon, bah, vous voyez, là, ça met de l'air en jale, c'est typique, là. Vous voyez, j'en ai la moitié qui somnole et l'autre moitié qui roupille. Hein. Mais regardez, elle est la cause d'un grand vice, la paresse. Hein. Regardez, toc, 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 toc. Hein. Tiens, mettez des livres dans les mains du petit peuple, vous en ferez des feignants. Il est temps de réhabiliter le slogan « Lire moins pour travailler plus ». Voilà. Allez, hop, ensuite. Toc. Allez, super. Oh non. Bon, ben là, il y a un problème. 7h42. Oh là là. Bon, ben là, ça va nous décaler. Hein. Bon, ben là, c'est un contretemps parce que là, du coup, par rapport aux réseaux sociaux et tout, là, j'ai peur que ça nous... Bon, à moins que vous ne soyez pas pressé, mais même là, c'est... Bon, je ne sais pas ce qu'il faut faire, hein, parce que j'y connais rien. Moi, c'est Francis qui a fait le diaporama. Bon, je l'appelle. Hein, excusez-moi, hein, il n'y en a pas pour longtemps, mais là, bon, excusez. Hein, voilà, j'en profite juste pour dire que pour l'AOLI, je suis à la recherche d'un secrétaire, hein, et aussi accessoirement d'un trésorier. Voilà. Non, parce que pour la vice-présidence, j'ai déjà une piste. Allô, Francis ? Oui, c'est JC. Non, je t'appelle parce que je suis en conférence et j'ai un problème avec le... C'est une sauvegarde. Ouais, 7h42. Hein ? Oui, ça se passe bien, oui. C'est gavé de gros lecteurs. Alors, j'ai l'impression d'être un lapin dans un congrès de chasseurs. Et une cinquantaine. Oh ben, tu sais, si je pouvais au moins en dégoûter 2 ou 3... Ah ben, c'est pas juvénile. Oh. Ah non, ils sont totalement apathiques, quasi végétatifs. Donc, voilà. Alors, écoute, j'ai un problème avec la sauvegarde, je te disais. Voilà. Bah, dis-moi. Alors, ouais. Ah ben, c'est revenu d'un coup. Hein. Bon, mais merci, Francis. Hein. Je te laisse parce que c'est comme les gosses. Tu vois, il n'y a aucune capacité d'attention. Hein. Voilà. Je te remercie, Francis. Voilà, merci beaucoup. Voilà, excusez-moi, hein, c'était pas grand-chose. Voilà. Allez, hop. Tu poses ton livre et tu dors. Alors, une image d'Épinal, que cet enfant sous les draps, avec sa lampe torche, refusant de respecter l'injonction parentale. Eh bien, toute la lecture est là. Marguerite Duras a écrit « La lecture relève de l'obscurité de la nuit. Même si on lit en plein jour, dehors, la nuit se fait autour du livre. » Oui, lire est un geste de l'ombre, de la nuit. Quand on lit, on fait le mur.
le livre a quelque chose de pernicieux, de séditieux. Il est la porte ouverte à toutes les indisciplines. Lire rend les gens critiques, voire rebelles. Vous savez, à force de lire, hein, vous jouez avec le feu, hein, parce que les citoyens finiront par développer leur esprit critique, leur libre arbitre, hein, et ce ne sera pas plus facile de gouverner un peuple indiscipliné, plus préoccupé à contester le système qu'à consommer. Hein. Et là, je pense, je suis un petit peu en colère après Emmanuel. Hein, Emmanuel qui est issu d'un milieu bourgeois, hein, qui commence par se passionner pour la littérature, qui sombre dans la spirale de la lecture, qui épouse son professeur de français, hein, et qui finit par se radicaliser en faisant l'apologie de la Révolution. Oui, non, mais c'est facile de se moquer de Manu, mais je vais vous dire quelque chose, c'est que vous n'êtes guère mieux, la preuve. Voilà. Bien. Allez. Attention. Hop. Chute de la natalité. Alors, regardez. Nous avons ici la courbe du nombre moyen de livres lus par personne et par an, hein, et celle du taux de fécondité. Et tout ça au siècle passé. Eh bien, qu'est-ce que vous remarquez, là, ça met de l'art en salle? Hein, qu'est-ce que... Non, mais quand je pense que certains affirment que la lecture développe les capacités cognitives, hein, c'est pas flagrant. Hein. J'ai l'impression que ça n'imprime pas vos neurones. Hein. Bon, mais si, mais enfin, regardez, quoi. Elles se croisent. Hein. Il y a ce qu'on appelle une corrélation négative. La lecture est un tue-l'amour qui freine la natalité. Bon, alors, le soir, dans le lit, chacun s'isole dans son livre, ignorant le désir de l'autre. Non, pas ce soir, j'ai lecture. Remplace le sempiternel, non, pas ce soir, j'ai... Voilà, bon, je vois qu'il y en a qui y pratiquent. Hein. Non, mais à ce rythme, c'est ni plus ni moins que l'extinction de l'espèce humaine qui est en jeu. Hein. Voilà. Alors... Passons maintenant, si vous le voulez bien, aux solutions, préconisations et thérapies. Hein. Alors, nos sociétés occidentales, hein, ont pris conscience du fléau que constitue le tabagisme ou l'alcoolisme. Et curieusement, la lecture n'a pas fait l'objet d'une telle réaction de la part des pouvoirs publics. Bon, même si hein, certains maires courageux hein, se démènent pour diminuer drastiquement le budget de leur bibliothèque. Hein. Alors, je vous pose la question, là, ça met de l'art en jale. Faut-il interdire la lecture et envisager une consommation zéro ? L'impression de vous avoir définitivement perdu. Hein. Eh bien non, malheureusement non. Hein. En revanche, mon association Laoli propose des mesures simples pour en limiter les dégâts. Alors regardez, tout simplement déjà par le déplaisir, en rajoutant de la publicité dans les livres. Vous voyez, regardez, hop, voilà, tac, ou encore comme ceci. Vous voyez, hein? Voilà. Ou alors en préconisant les livres vierges, qui sont un petit peu l'équivalent de la cigarette électronique hein, ou de la bière sans alcool. Hein, en imposant à nos enfants la lecture de livres en finlandais. Hein, en obligeant les élèves à lire. Nous savons combien, dans l'éducation nationale, cette pédagogie dissuasive les éloigne durablement de la lecture. Hein. Alors, en arrêtant dans les bibliothèques hein, les spectacles, les animations et autres attrape-nigo, hein,
en recrutant des bibliothécaires à l'ancienne. Vous voyez, terriblement austères, avec des petits chignons, et si possible, un petit peu disgracieuses, hein, pour créer un effet répulsif. Hein. Alors, aussi par la prévention, en lançant des campagnes d'information pour sensibiliser le public. Alors, regardez, pour protéger la jeunesse, j'ai mis au point ce livre piégé. Hein. Alors, regardez, vous le mettez à portée de main des enfants dans le rayon littérature jeunesse. Hein. Bon, bah alors le gosse, hein, qui est naturellement trop curieux, hein, il dépose ses petites menottes, hein, et là, regardez, attention, chlac. Bon, ben, ça fonctionne un peu comme un piège à rats. Hein. Alors, si le ressort n'est pas trop tendu, hein, bon, il n'y a pas de risque majeur de lui briser les phalanges. Hein. Bon, néanmoins, c'est sûr que ça reste quand même très, très douloureux. Hein, comme en témoigne, par exemple, cette photographie de mon neveu, hein, sur lequel j'ai expérimenté le piège. Ah ben, c'est de la pédagogie active. Hein. L'enfant apprend par l'expérience. Hein. Son cerveau associe douleur et lecture, ce qui l'en éloigne durablement. Et puis alors, écoutez, si nous ne sommes pas entendus, hein, nous irons jusqu'à la désobéissance civique. Hein. Oui, nous organiserons des opérations commando dans les bibliothèques. Hein. Nous arracherons les dernières pages des romans policiers. Nous crèverons les pneus des bibliobus. Nous écrirons dans les toilettes le graffiti « Merde à celui qui le lira ». Oui, eh ben écoutez, qui n'est pas aussi puéril qu'il n'y paraît. Parce que ce qui est dit en filigrane, c'est surtout merde à celui qui lira. Ah! Oh, saloperie. Voilà. Vous savez, la lecturomanie n'est pas une fatalité incurable. Hein. Nous pouvons aussi guérir les gens comme vous. Tous les vendredis soirs, j'encadre un groupe de livrodépendants anonymes. Par ailleurs, mon association propose aussi des séances d'hypnose collective pour vous aider à arrêter la lecture. D'ailleurs, pour terminer cette conférence, je vous propose une petite séance gratuite. Alors, vous avez juste à vous laisser porter par ma voix. Vous pouvez rester assis, mais si certains souhaitent s'allonger sur le sol, c'est possible. Vous pouvez aussi vous donner la main pour vous reconnecter aux autres. 1. Vous allez fermer les yeux. Sentez l'air qui entre et sort de vos poumons. 2. Votre tête est lourde, votre corps se détend, votre respiration s'allonge. Je vois quelques rebelles qui ne ferment pas les yeux. 3. Vos pensées décrochent. Le fil du temps ralentit sa course. 4. Vous laissez faire votre ami l'inconscient. 5. Maintenant, vous vous sentez merveilleusement bien. Vous avez décidé d'arrêter la lecture, de vous réconcilier avec les autres, avec votre corps, d'avoir du temps, de coller des allumettes, de faire des enfants,
d'adhérer à Laoli. Maintenant, vous apercevez une grande porte. Vous la poussez. Des milliers de livres poussiéreux encombrent cette pièce. Elle appartient à votre passé désormais. Le moment est venu de la nettoyer. Alors, vous l'aérez, vous la videz et vous la repeignez des couleurs de la vie. Et vous allez répéter après moi. Sans lecture, la vie est plus belle. Allez-y, répétez. Sans lecture, la vie est plus belle. Sans lecture, la vie est plus belle. Vous pouvez faire les gestes si ça vous aide. Sans lecture, la vie est plus belle. Bon, calmez-vous, calmez-vous. Ça y est. C'est une renaissance. Vous êtes enfin chez vous. Sentez comme c'est bon de se sentir libéré de ce poison. 5. Vous allez reprendre conscience de votre présence dans cette salle. 4. Bougez vos pieds, bougez vos bras, bougez vos mains. 2. 3. Ouvrez les paupières. 2. Vous découvrez le monde avec les yeux d'une personne libre. 1. Maintenant, vous êtes fier d'être non-lecteur. C'était la dernière fois que vous mettiez les pieds dans un centre culturel ou une bibliothèque. Merci. Je crois qu'on peut s'applaudir. Juste préciser que nous avons ici des cartes d'adhésion pour Laoli. Et donc, si certains ont envie d'adhérer, c'est possible. Et pour chaque adhésion, vous aurez le droit à un petit badge. Et alors là, je ne le trouve pas. Ou alors à un autocollant. Merde à celui qui le lira. Voilà, bon, c'est un petit cadeau. Hein, voilà. Et alors nous avons, certains disent que c'est un petit peu paradoxal, nous avons aussi le livre de la conférence sur les dangers de la lecture que je vous invite à lire avec la plus grande modération. Voilà. Merci beaucoup. Merci Titus pour ces quelques conseils que j'espère on ne va pas tous suivre. Peut-être, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Alors je ne vous vois pas bien avec la lumière. Mais peut-être tu peux nous raconter un peu, parce que ton dernier spectacle parlait des neurosciences. Mm-hmm. Et du coup, je me suis posé la question, est-ce que ça avait un lien avec ce spectacle-là et comment celui-là était né ? Alors, un lien, non, je crois pas véritablement. En fait, ce spectacle, il est né de l'envie de parler de la lecture. Moi, il se trouve que, je ne suis pas un paradoxe près, j'écris des livres pour enfants. Et donc, j'ai fréquenté pas mal le circuit de la lecture. Et puis, je me suis aperçu que, comme beaucoup d'ailleurs, que finalement, la lecture, ça restait très intimidant pour certains. Alors, pas à l'endroit de la littérature jeunesse, mais en tout cas, la lecture en général. Et j'ai eu envie de faire un spectacle qui puisse parler de la lecture, mais... Voilà, de façon pas trop bien pensante, plutôt en faisant émerger en creux les bienfaits. Alors, il y a une question. Là, non. Il y a des questions ? Non, vous avez envie de poser ou de réagir tout simplement à ce que vous avez vu et entendu ? Peut-être rajouter aussi que ce spectacle n'est pas fait que pour les plateaux ? Oui, effectivement, c'est un spectacle qu'on joue à la fois dans des théâtres, sur un plateau comme celui-ci, mais beaucoup dans des bibliothèques où, effectivement, le décorum naturel
donne de l'écho au spectacle. Et voilà, c'est un spectacle qui est très souple et qui a été pensé justement pour aller à la rencontre de lecteurs et de non-lecteurs. Et d'ailleurs, je crois que pour ceux qui voudraient le voir en présentiel, comme on dit, hein, ceux qui êtes derrière vos écrans, avec nous sur Facebook ou sur notre chaîne YouTube, Titus sera avec les dangers de la lecture dans le Médoc au mois de janvier, dans les bibliothèques au Temple, à Sainte-Hélène, à l'Istrac, à Castelnau. Enfin, vous retrouvez toutes les dates sur le site du Carré-Colonne. Et peut-être peux-tu nous parler aussi, je crois qu'il y a on a peur de la lecture avec les dangers de la lecture, mais je crois que tu as un autre spectacle qui parle aussi des peurs, et tu peux peut-être aussi nous dire deux mots. Oui, effectivement, un spectacle qu'on jouera ici aux Colonnes, hein, je crois. À Blanquefort aux Colonnes en avril, voilà. Oui. Voilà, qui est un spectacle qui a pour thème la peur, cette émotion un peu singulière qui est très universelle, qui c'est certainement une des premières de nos émotions. Et donc là, c'est un spectacle qui n'a strictement rien à voir avec cette proposition, à savoir une forme narrative à partir d'histoires qui racontent mes peurs. Moi, je trouve que j'ai un profil assez trouillard, et du coup, j'ai eu envie de parler à la fois de mes peurs, mais aussi des peurs sociales, les questions d'insécurité, etc. Donc c'est une forme narrative c'est du conte qui a couché un peu avec du théâtre. Et qu'on retrouvera donc effectivement aux Colonnes à Blanquefort, mais aussi à Castelnau et à l'Istrac dans le Médoc au mois d'avril, pour 3 représentations. Voilà, je ne sais pas si... On a très peu de temps, en fait, pour ces bords de scène. Est-ce que vous avez des questions publiques présentes ? Non ? Je crois qu'il... Bon, ils dorment vraiment, tu avais raison, en fait. Oui, ou alors je crois que ça commence à agir. Ah, tu crois que c'est la séance de relaxation ? Ouais. Bon, très bien. Eh ben, on se retrouve tout à l'heure, à 18h30, derrière vos écrans, pour donc la suite de notre programme, avec À nos amours, d'Adèle Zouane.